Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels où on décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Cette semaine, programme plutôt chargé, on va parler de jeux vidéo narratifs avec Jonathan, une nouvelle recrue. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Très très bien, alors on t'avait reçu déjà pour l'émission consacrée à la mythologie et à la pop culture, on avait parlé de God of War, on avait parlé de pas mal de choses et des petites influences, il me semble, de la princesse Kaguya sur FF4, des plutôt bons souvenirs. Effectivement. On rappelle aussi que tu avais écrit un bouquin sur FF4 chez Sword Editions. Alors, FF4 et 5, la légende de Final Fantasy 4 et 5, donc sur effectivement tout ce qui s'est passé, l'histoire, mais aussi la création de ces jeux, donc sorti en novembre 2017. Donc là, du coup, c'est vrai que je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité d'avoir pu revenir cette fois comme chroniqueur. Et on te remercie évidemment de t'être proposé. Hildebrando, comment vas-tu ? Ça va, écoute, qu'est-ce que je te dise ? Bah écoute, très bien, on est ravis de te recevoir, de te revoir avec nous pour cette... Chaque semaine, c'est la même question. Mais non, mais écoute, c'est la rentrée, écoute, c'est ta première apparition de la saison, je tâte le terrain. Grégoire, comment vas-tu ? En pleine forme, comme la semaine dernière. Très très bien, et je crois que nous avons une nouvelle tête autour du plateau. C'est peut-être l'invité de la semaine, je crois, Gotoz, Gauthier Andrés. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je crois que tu es plutôt calé en termes de jeux narratifs. Où je suis passé par un ou deux jeux narratifs, effectivement. Et on peut te retrouver où ça ? Sur Gamecult ? Sur Gamecult principalement, puisque c'est ici que je fais ma foi mon beurre et que je mets du feu sous la marmite. Et également dans les démons du midi, un podcast donc sur la musique de jeux vidéo qui est disponible sur Geekzone. Et puis voilà. Dont un épisode est sorti cette semaine. Dont un épisode est sorti cette semaine, exactement. C'est une reprise de nouvelle saison, et donc c'est de reprise de musique de jeux vidéo. Voilà, on en fait un spécial par an comme ça. Et donc voilà. Et ce sont les 5 ans. Et ce sont les 5 ans du podcast, effectivement. J'en oublie. J'ai pas l'habitude de parler de ce podcast, en fait. Moi, les gens l'écoutent, mais on a rarement l'occasion d'en faire la publicité. Mais oui, ça fait maintenant 5 ans qu'on fait découvrir et qu'on découvre grâce aux gens qui l'écoutent de la ZIC de JV. Fantastique. Les démons du midi, vous pouvez écouter ça sur toutes les applis de podcast. Les amis, on va parler cette semaine avec toi, Jonathan, de The Messenger. On parlera également de Maniac, la nouvelle série sur Netflix avec toi, Hildebrando. Mais pour l'heure, c'est parti, ce sont les news. Et on commence avec toi, Grégoire, une compile Castlevania sur PS4. Effectivement, Konami a annoncé cette semaine le retour de Symphony of the Night et de Round of Blood, respectivement sortis sur PS1 et sur PC Engine, qui reviendront sur la dernière console salon de Sony le mois prochain, aux alentours du 24 octobre, si je ne dis pas de bêtises. C'est d'autant plus inattendu que depuis 4 ans et le lancement de Lords of Shadows 2, Konami semblait avoir mis Castlevania au placard et ne pas avoir de plan pour cette saga. Pour achever de séduire ses fans, ils ont misé sur l'esthétisme et la qualité visuelle, en précisant notamment que c'était simplement upscalé et émulé pour être compatible en 1080p ou en 4K. Pour la PS4 Pro. Pour la PS4 Pro. Et qu'ils allaient ajouter des options de rendu comme l'accès au lissage, comme la résolution d'arrière-plan. Reste à voir ce qu'ils vont faire de tous les accessoires de PS4 comme la DualShock ou les vibrations. Ils ont déjà effectivement donné quelques informations sur le gameplay et ils vont intégrer un haut-parleur entre autres qui sera omniprésent dans toutes les parties. Ouais, plutôt sympathique. Alors le jeu ne sortira pas sur Switch. J'ai cru comprendre que Sony avait mis des billes dedans pour s'assurer l'exclusivité. Ce serait dommage de mettre un bon jeu sur Switch enfin. Ça serait dommage. Enfin. Oh là là, t'es pas sympa. Il me semble que Sony n'en est pas à une bonne idée près car il s'ouvre un petit peu, je crois, au crossplay. Alors, effectivement, donc ça c'est un changement historique de ligne directrice pour Sony, puisque Kodera, le PDG de la boîte, a annoncé sur le PlayStation Blog que Sony allait lancer une version bêta pour Fortnite qui allait permettre aux joueurs de jouer en cross-platform. Enfin. Alors c'est un peu surprenant parce qu'en juin dernier, on s'en souvient, l'entreprise Nippon avait déclaré qu'elle n'avait pas de philosophie profonde pour le cross-platform, mais cette décision très importante indique que Sony a peut-être enfin entendu ses fans et tous les joueurs qui espéraient depuis longtemps pouvoir jouer avec leurs potes qui avaient acheté une Xbox chez Microsoft. Maintenant, reste à savoir si cela va permettre à Microsoft de rattraper un peu Sony en termes de vente de consoles, qui devait être quand même l'indicateur qui faisait un peu peur à Sony avant de se lancer dans l'aventure cross-platform, ou si ça va permettre à Sony de surfer sur la vague et rejoindre l'engouement général pour le cross-platform, puisqu'il faut savoir que c'était quand même cette entreprise qui était le dernier obstacle qui empêchait le jeu cross-platform. Le truc surtout, c'est qu'il y avait une déperdition, parce que c'est-à-dire que si on voulait jouer sur Switch, on était obligé de créer un nouveau compte et du coup il n'y avait pas de transfert de sauvegarde possible, et puis
Microsoft et Nintendo s'en étaient un petit peu amusés cet été avec une espèce de mariage un petit peu rigolo sur Twitter comme ça. Tu joues à Fortnite, Gauthier? Rarement, La rarement question qui c'est tue. arrivé quand même pour une simple question de curiosité, mais effectivement c'est assez intéressant quand même. Enfin, il fallait qu'ils ouvrent le truc parce qu'ils commençaient à passer pour des très mauvais joueurs en fait avec ce blocage là. D'autant que c'était pas la première fois et c'était pas le premier jeu qui bloquait. Je crois que c'était pas la même chose pour Rocket League si je dis pas de bêtises. Oui, effectivement. Et donc d'ailleurs le boss du studio derrière Rocket League avait l'air assez heureux du revirement, on va dire, d'idéologie du côté du cross-platform. C'est cool et puis ça permettra aussi de faire très très plaisir à Epic surtout. Ouais, forcément, ouais, parce qu'on rappelle quand même que Sony avait sorti toutes les justifications possibles. On pense aux enfants, Ouais. la console est trop puissante pour les autres, vous comprenez, on a la meilleure. Enfin bref, voilà, pas mal de c'est choses. Pas forcément la meilleure foi du monde. Dernier un petit mot, Jonathan, Hildebrando, sur cette histoire. Vous êtes content de pouvoir rejoindre les autres, vos copains avec Fortnite? Ah oui, surtout que moi j'entends parler de Fortnite tous les jours de la semaine. Je suis tellement content Ah bah oui, de pouvoir forcément. enfin y jouer. pouvoir enfin y jouer sur tous les supports. Ça m'ébodie. Tu vas pouvoir rejoindre tes élèves sur Fortnite, c'est fantastique. Et toi, IDB? Ouais, bah, c'était clairement le cross-platform qui me faisait que je ne jouais pas à Fortnite jusqu'à présent. Évidemment. Aucune autre raison, voyons. Aucune autre raison. Et aucune autre raison pour laquelle on n'ira pas voir X-Men. Non, je rigole. Apparemment, la Fox repousse, c'est ça, 3 de ses plus gros films dans les mois qui viennent. Alors tout à fait. Alors je pense qu'on peut séparer ça en deux. Déjà, il y a d'un côté il y a Alita Battle Angel, donc le projet d'adaptation de manga De Gun. par Cameron, qui elle, c'est Cameron qui est habitué au repoussage, fignolage de dernière minute. Je pense Oui. qu'il n'est pas encore très décidé sur ce qu'il veut faire et il faut savoir que la communauté, pour l'instant, ne donne pas de très bons retours à ce niveau-là sur les bandes annonces. Les gros yeux dans les trailers, notamment. Ça peut marcher. On verra. Sûrement. Mais surtout, de l'autre côté, c'est surtout la partie super-héros, effectivement, et X-Men qui peine, puisque. Enfin, peine. D'un côté, Gambit qui se prend pratiquement un an dans la gueule, prévu d'abord au juin 2019, il finira maintenant en mars 2020. Aïe. Channing Tatum serait toujours l'acteur pressenti pour le rôle principal. Ça mais bon, depuis le temps. un an de développement en plus, ça veut dire qu'il y a un problème. Et d'un autre côté, on peut croire que le fait que Dark Phoenix passe du printemps à l'été prochain soit plutôt une volonté de la major, enfin de la société de proposer un blockbuster estival plutôt que d'aller s'encombrer en printemps avec Avengers, Captain Marvel et autres Évidemment. compagnies. Ils pensent que Dark Phoenix a la force de parser en Chine, surtout, où la bande-annonce a effectué le meilleur score possible. Je pense que c'est plus de l'opportunisme que contrairement à ce qu'on avait vu par exemple avec les New Mutants, où il faut vraiment complètement changer le film. Oui, effectivement. Déjà, Gambit, la question c'est est-ce qu'ils ont un script déjà. Puis pour X-Men, effectivement, maintenant que la Fox n'est plus une compagnie rivale de Disney, on peut le dire comme ça, harmoniser le calendrier de sorte que les produits ne se marchent pas les uns sur les autres, ça paraît à peu Ou près juste logique. pas se faire éclater. Hein. Ou juste pas se faire éclater aussi, parce que t'as eu l'occasion de voir la bande-annonce. Oui, disons que voilà, j'ai pas d'attachement particulier avec l'univers X-Men tel qu'il est développé depuis quelques films maintenant, mais ça m'a vraiment laissé cette impression d'acteurs qui n'ont pas les épaules pour leur personnage, notamment Dark Phoenix. Enfin, je veux dire, passer après Famke Janssen quand tu es, je sais plus comment ça s'appelle, Sophie Turner, elle a pas l'air, ça a pas l'air d'être suffisant, j'ai l'impression, mais bon, voilà. Puis il y a quand même, comment s'appelle cette actrice, c'est pas grave, c'est celle qui joue le Phénix en elle-même, j'ai oublié, Jessica. Je sais pas. Oui, bref, c'est pas grave, sur le chat, On dira Jean Grey on verra pendant la pause. pour énerver personne. Bon, on parlait de Disney, on va parler de Star Wars un petit peu, car il me semble que Kathleen Kennedy refait des siennes. Bon, elle ne refait pas des siennes, c'est juste qu'on a prolongé son contrat de 3 ans. Donc elle est présidente de Lucasfilm depuis 2012, après avoir été l'associée de Spielberg depuis 81 et Les Aventuriers de l'Arche perdue. Donc là, la branche cinéma de Lucasfilm se porte bien, malgré les récentes critiques, notamment sur The Last Jedi, sur Solo, qui a quand même effectué un certain four pour la licence. Ouais. Donc elle a été prolongée de 3 ans. Bob Iger récemment, donc le grand ponte de Disney, se prononçait sur le fait que c'est lui qui portait le blâme pour le rythme de production effréné de la franchise, enfin effréné du fait que ça sort tous les 1 an 6 mois. Du coup on peut s'attendre à ce que ça se calme au niveau du cinéma, pas forcément au niveau des séries, puisque là programmé il y a Star Wars Resistance, il y a la fin de Clone Wars, il va y avoir la série live pilotée par Jon Favreau. Au cinéma donc ça devrait se calmer après l'épisode 9.
c'est tout ce qui va être autour, probablement aussi porté sur le nouveau service de streaming de Disney, qui va être on va voir si Kathleen Kennedy va pouvoir porter, arriver à impulser tous ces projets-là, parce que ça fait quand même beaucoup hors des films. Oui, effectivement, ça fait pas mal de choses. Et puis bon, voilà, 3 ans de plus du coup aux commandes de Star Wars en pied levé, j'ai envie de dire, vu que Star Wars marche pas trop en Chine, par exemple, ou des trucs comme ça. Mais comment ne pas être reconduite après Star Wars 8 ? Voyons. Oui, non mais on va pas refaire l'émission Star Wars. Totalement d'accord avec ceci, je suis très à l'aise. Non, bah écoute, tu crois que tu avais d'autres nouvelles de Disney avec DuckTales ? Alors oui, là c'est une nouvelle un peu moins conséquente, mais qui moi m'a fait beaucoup plaisir. La saison 3 de DuckTales a été annoncée, vous allez dire rien de grand ça, mais c'est que la saison 2 n'a pas encore commencé, elle commence en octobre du mois prochain. Du coup c'est quand même Disney qui montre beaucoup de confiance envers ce reboot qui est excellent, ce reboot remake, et surtout qui annonce de nouveaux guests, notamment là récemment a été annoncé pour la saison 2 Edgar Wright lui-même. Après Don Cheadle en Donald bonus dans le final de la saison 1, donc c'est vraiment un projet que Disney semble prendre très à cœur, et ça fait plaisir à la fois par rapport aux critiques que la série a reçues, et puis aussi le fait que du début à la fin de la saison 1 l'audience a quand même été doublée, si je me souviens bien. Ouais, c'est quand même pas mal. Vous regardez un peu DuckTales autour du plateau ? Absolument pas. On me l'a conseillé de nombreuses fois et j'ai toujours pas commencé. Et là, je commence à comprendre que je fais une bêtise. Donc, non, c'est bon bye. Puis David Tout est Tennant. trouvable alors en VO, mais sur YouTube très facilement. Puis sinon, c'est diffusé, il me semble, sur Disney XD. Voilà. Disney XD en France, la diffusion n'est pas encore complète de la S1. On ne fait pas la promotion de la piraterie en numérique. Non, voilà, c'est pour ça, on parle de canaux de diffusion. Et la transition est toute trouvée, car Radiant, figurez-vous, manga de Tony Valente, édité chez Ankama, entame sa diffusion au Japon très bientôt. Et figurez-vous qu'on pourra le regarder en simulcast en France. Alors, l'animé est produit, pour rappel, par le studio Lerke, donc ça s'écrit Lerche, mais il faut prononcer Lerke comme Jean-Michel. Donc ce sera disponible sur ADN dès le 6 octobre prochain. Et 2 jours plus tard sur Crunchyroll le 8 octobre, donc un animé où on suit l'histoire de Seth, donc un héros démon avec de démons qui viennent du ciel ou de la terre, c'est l'inverse, je sais plus, je ne suis pas un fin lecteur, mais on a quand même pu interviewer, les producteurs de la série à Japan Expo, et on vous fera suivre ça de très très près, d'autant qu'on a une émission sur le manga français, je crois, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, donc suivez ça de très près. Autre canaux de diffusion Lego pour regarder la Japanimation, TF1 et TFX, car Viz Media a annoncé l'arrivée prochaine de My Hero Academia, et on a pris entre temps l'arrivée de One Piece sur le bloc déjà consacré à Dragon Ball Super sur TFX. Ça fait quand même un sacré bloc shonen maintenant. Et d'autant qu'on aura également Captain Tsubasa sur TF1. Est-ce que le shonen est de retour à la télévision ? Est-ce que ça vous fait plaisir ? Est-ce que ça vous donnerait envie de rallumer votre télévision ? Alors moi non, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Attention, là, les shonen, en l'occurrence, c'est les shonen Neketsu, les gros. Ils ont vraiment pris les mastodontes du genre. Donc c'est quand même bien. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un créneau à avoir, je pense, parmi tous les nombreux jeunes spectateurs qui peuvent ne regarder que ça, qui vont se contenter de 2-3 animés grand max. Même c'est intéressant de voir au moment où on se dit que les enfants sont plutôt sur les tablettes, etc., de se dire que leur faire allumer leur poste, je sais pas, toi ça te donnerait envie pas trop shonen, toi? J'étais déjà pas là à la base. Donc j'étais pas trop là au club d'eau, donc sinon si peut-être par simple curiosité et puis pour comprendre ce dont mes collègues parlent le lundi matin. Oui, parce que Gamecult est quand même une rédaction très japonaise. Alors tu as prononcé le mot magique club d'eau, je crois. Cette semaine on a eu des nouvelles de Nicky Larson. On a eu le trailer, petit tour de plateau avant la fin du point news. Qui se lance? Quelles sont les impressions sur... Alors non, PJ, notre réalisateur derrière la vitre, non, tu es réalisateur. On te donnera la parole après si tu veux. Bon, voilà, je crois que c'est bon. C'est la consternation qui domine, je pense. Je crois. Bon, un petit point pour Didier Bourdon quand même. Je sais pas, un peu d'amour, peut-être. Je sais pas. Je ne sais même pas il était dans la bande-annonce. Oui, il est dans la bande-annonce. Voilà. Philippe Ouais. Lachaud va protéger Didier Bourdon sur tout le film, ça va être fantastique. Plein d'amour pour Nicky Larson donc, et c'est la fin de ce point news. N'hésitez pas à réagir sur le chat et sur Twitter au hashtag HPL, on vous lit. On se retrouve après la pause pour la critique de The Messenger et pour la critique de Maniac. On s'écoute Kate Ranada, Breakdance Lesson #1. A tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, où on décortique toujours, il me semble, l'actualité et l'écosystème de la pop culture. On est toujours avec Gotoz. Oui, toujours. Non, il n'est pas parti, non, pas du tout. On salue sur le chat Monique Duterter, Phenom, Alexis, évidemment, Tim, notre bien-aimé Tim, Pseudoless et Camille Yoshi qui nous ont fait le plaisir de nous dire coucou pendant les news, donc on les salue. Coucou. On est toujours avec Hildebrando, on est toujours avec Jonathan. Vous êtes prêts pour vos critiques ? Absolument. Ça devrait le faire. Fantastique.
on est parti pour les critiques. Mais c'est de la merde. Alors Maniac, est-ce que c'est de la merde, Brando? Alors tout d'abord un petit synopsis. Maniac, c'est le pari fou en fait d'une société pharmaceutique qui s'appelle Neberdyne, qui aurait tout simplement inventé un traitement révolutionnaire sur tout ce qui est névrose et psychose, tout ce qui est le soin de l'esprit. À travers 3 petites pilules, vous voyagerez dans votre inconscient et votre subconscient pour confronter ce qu'il vous afflige et votre traumatisme, pour enfin qu'une machine, un ordinateur super intelligent vienne analyser et proposer un diagnostic très précis de ce qui vous pose problème. Le synopsis est tel: nous nous retrouvons dans la dernière phase de test de l'expérience pour enfin pouvoir mettre la drogue sur le marché, et c'est là qu'entre en scène Owen et... j'ai oublié le nom de la... Owen et sa copine, bon, dit Jonah Hill. Jonah Hill et Emma Stone, excusez-moi, ça voilà, commence bien. Fantastique. Je n'ai vu qu'un épisode, excuse-moi. Oui, non, pardon. Emma Stone et Jonah Hill qui vont donc faire partie de cette dernière vague de tests, sauf qu'il y a un problème, l'ordinateur, l'intelligence artificielle est elle-même dépressive. Problème. Mais du coup, on sent qu'au vu du trailer et au vu du premier épisode, il y a un petit relent science-fiction un peu dissimulé, je crois. Alors, la dystopie est parfaite, un rétrofuturisme aux petits oignons qui vit grâce à son kitsch années 80, mais bien qu'il soit truffé de petites anticipations qui nous attendent sur ce qui nous attend tous. Par exemple, les Ad Buddies. Les Ad Buddies, c'est quoi? Eh bien, ce sont des petites personnes qui se baladent avec vous dans le métro, dans un train, n'importe où, pour vous chanter des pubs tout le temps à la tête. Voilà, c'est pas votre téléphone, c'est pas rien. Non, il y a quelqu'un qui vous suit, qui vous parle de pub. Bon, très bien. La folie stroboscopique, ici, néonée des salles d'examen, fait mouche dans l'univers colorimétrique assez neutre et de la globalité de la série, qui nous rappelle évidemment celle de True Detective, ancien projet de Kari Joji Fukunaga. Fukunaga, pardon. À chaque fois j'ai du mal. Qui était donc l'ancien projet de Fukunaga, voilà. Mais du coup, pourquoi le choix d'une mini-série? Alors, découpé en 10 mini-films de presque d'une heure, Maniac est à la fois un tour de force esthétique et narratif. Pourquoi 10 mini-films? Tout simplement parce que chaque épisode semble posséder une identité propre, tant les atmosphères et les genres se confondent. Un peu comme un reflet dans la lentille de la schizophrénie supposée de notre protagoniste mâle. Et surtout parce que certains de ces épisodes se suffisent à eux-mêmes, semblant complètement détachés de la trame principale. Les trips introspectifs, pour ne pas les nommer, sont l'exemple principal de cette situation. Ce qui semble à propos quand on souhaite explorer le sub, l'un et le conscient. Et du coup, quand même, j'ai vu l'épisode 1, ça a l'air un petit peu laborieux, ça traîne un peu la patte. Est-ce qu'on risque pas un peu de s'y perdre? Eh bien, à tâche ardue, compétence inouïe nécessaire. Il est évident ici que Somerville, donc Patrick Somerville, le créateur de la série, et Fukunaga, réalisateur, sont en total contrôle de leur expérience. Ils respectent les lieux communs des diverses médecines de l'esprit, comme semer par exemple des détails dans la réalité pour les faire surgir dans les rêves, ou bien même l'inverse pour qu'on se dise « Ah bah oui, c'est normal ». Bon, bref. Maniac n'a cependant rien de traditionnel et il serait bien niais de penser que la série se limite aux conventions. C'est la nature même de l'histoire qui devrait nous interpeller. Nous sommes après tout dans une expérience qui vise à changer la façon dont on traite toutes les névroses et psychoses de l'univers. Supprimer le mal de l'esprit de partout. Eh bien, est-ce que ce ne serait pas ici exactement l'intention même de cette œuvre, de proposer une nouvelle forme de traitement, affronter son trauma à travers des œuvres narratives qui nous permettent de revivre infiniment ce qui nous peine, mais aussi ce qui nous apporte une certaine joie. Alors, proposer une nouvelle forme de moment, oui. Ceux qui s'attendaient à un twist de sci-fi de la mort qui tue, non. C'est en fin de compte très premier degré. Je vous invite donc à vous recentrer sur le premier degré et de voir qu'il y a quelque chose qui marche. Étonnamment, on ne sait pas quoi. Ça avance, ça tourne. Franchement, il y a des épisodes, j'ai pas compris pourquoi je continuais à regarder. J'ai pas compris du tout ce qu'il venait faire. Et en fin de compte, le tout arrivé à la fin, on a quelque chose d'extrêmement cathartique qui se met en place. Et ça marche. Et je pense que toute personne ayant connu à un moment ou à un autre des problèmes dans sa tête se reconnaîtra dans cette série. Eh bien, on souhaiterait que le traitement existe. Je vois que c'est une thérapie, visiblement. Tu es apaisé aujourd'hui. Non, j'ai exagéré le trait, mais parce que ça ne me touche pas personnellement, mais je pense que ça peut très très bien marcher. Ça me semble très efficace. Est-ce que tu as tenté l'expérience Maniac? Pas encore. Pas encore. Maintenant, je vais. Tu vas, ça t'intéresse? Bah oui, bien sûr. Non, mais ça a l'air assez intéressant parce que moi, vu l'épisode 1, au début, je pensais que ça allait partir dans un délire à la premier Lynch et épisode tout. est très compliqué parce puis qu'il nous amène pas du tout dans l'histoire. Et c'est
c'est des scènes de la vie quotidienne. Et le rythme étant très lent, très pesant, de par la nature de ce que veut faire la série, on a du mal à se dire tout de suite cliffhanger, vas-y c'est parti, qu'est-ce qui va se passer au prochain épisode. C'est que ça vas-y. Non, je voulais juste poser une question. Dernièrement, une des dernières séries qui m'a fait cet effet-là, et même si je pense que ça doit être light par rapport, est-ce qu'il y a un rapport possible dans les idées de mise en scène avec Legend par exemple? C'est aussi admirable cet homme. C'est la première chose. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé parce que Légion, c'était fantastique, c'était très bien foutu. Là où Légion part un peu plus dans le délire et cherche enfin, c'est beaucoup plus figuratif, on va dire. Là, en fin de compte, même ce qui est complètement délirant et tous les moments où on va partir complètement en couille et on va pas comprendre ce qui nous arrive et pourquoi la scène a lieu à ce moment-là et ainsi de suite, va en fin de compte faire sens à la fin. Là où les gens, je suis encore en train de me demander exactement. Enfin, il y a beaucoup de trucs, je suis pas là, quoi. C'est vraiment. Donc c'est plus opaque que Legend quand même. Ouais, d'une certaine façon, même si, non, mais ça ressemble beaucoup. Après, il y a moins le trip esthétique. L'esthétique ici est plus au service de la dystopie, là où dans Légion, elle est vraiment dans le service du ressenti, du fantastique. Ouais, et c'est ça aussi qui est très très fort, c'est que, en fin de compte, le supposé même de la série, je pense, des principaux propos, c'est le fantastique n'est pas une évasion de la réalité, mais un moyen de mieux la comprendre. Très bien, bah écoute, c'est fantastique, hein. C'est pour ça qu'on est là pour essayer de donner des clés de lecture. Tu m'as vendu avec sa dernière phrase, honnêtement. Ah bah écoute, c'est fantastique. Jonathan, du coup? Ah oui, bah tu l'as vendu. Tu confirmais que c'était quand même assez épisodique, peut-être plus qu'un Légion par exemple ou... Bah, Légion, il y a très souvent un cliffhanger ou autre. Voilà. Là, c'est vraiment. Et puis, il n'y a qu'une seule saison surtout. D'accord. Mais ça aurait pas marché en film. Ça aurait pas marché en film du tout, à aucun moment, parce que ça aurait été trop déconstruit en tant que film. Là où la forme épisodique permet justement qu'il y ait un épisode où tu te dis mais quoi? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Grégoire, un petit mot? Moi je vais rester sur Westworld. Voilà. D'accord. Pas trop mon délire, de prendre des médicaments pour soigner des névroses, pas trop mon truc. Écoute, un de ces quatre peut-être, je sais pas, un week-end où t'as du temps. Pourquoi pas tenter l'aventure? On verra ça. Mais si jamais on a envie plutôt de jouer, de s'énerver, parce que là je crois que c'est le moment de se réveiller un petit peu. Jonathan, on joue à The Messenger. Tout à fait. Alors, dis-nous tout. The Messenger, ça fait partie de tous ces jeux récents qui ont la vague des hommages aux anciens jeux du tournant des années 90. On a eu les Shovel Knight jusqu'à même finalement Octopath Traveler qui revenait un petit peu sur tous les RPG 16 bits de l'époque Super NES. Là, on en a un nouvel exemple donc avec The Messenger. On incarne le messager qui est un jeune ninja qui doit, alors attention, pitch très profond, qui doit aller porter un message au sommet d'une montagne en atteignant 3 sages pour finalement pouvoir sauver le monde. Donc quelque chose d'assez simpliste. Oui, initiatique, très simple. Très simple, qui d'ailleurs cache quelque chose d'un peu plus profond, avec une esthétique et même d'ailleurs la posture du héros qui rappelle celle de Ryu Hayabusa, donc le héros de Ninja Gaiden. Là où on aurait pu s'attendre à un jeu de beat'em all assez simple, on a quand même quelque chose de plus profond. Notamment parce que là, c'est vrai qu'on a un jeu qui met davantage l'accent sur la plateforme plus que les combats, notamment avec ce qui sert un petit peu de gimmick au jeu, à savoir non pas la présence d'un double saut, mais d'un saut qu'on peut recharger à chaque fois qu'on frappe un ennemi. On peut donc sauter, frapper et le faire de manière continue, quasiment illimitée, tant qu'on a finalement quelque chose à frapper, ce qui donne des fois des moments d'escalade, de saut très grisant, parce qu'on va finalement rester sur quasiment un écran sans avoir à toucher terre, en combinant d'ailleurs ça de plus en plus au fur et à mesure du jeu, qu'on a de quoi s'accrocher au mur, qu'on a de quoi avoir un grappin pour aller plus vite et pour pouvoir se propulser, qu'on a de quoi planer pour pouvoir aussi donc éviter certains projectiles. Et en plus, avec tout ça, on a un petit côté RPG, puisqu'on a un arbre de compétences qui va nous permettre non seulement de débloquer certains boosts de mobilité, mais aussi de statistiques. Donc là, c'est vrai qu'on est bien au-dessus d'un simple beat'em all. Alors, tu nous parles pas mal de mécaniques de RPG, de saut, de double saut, etc. Mais on croit voir quand même dans le trailer qu'il y a un gimmick assez important, c'est le voyage dans le temps, en fait. C'est ça, en fait. On peut se balader dans 2 timelines à partir d'un certain moment dans le jeu, que je veux pas spoiler, même si la bande-annonce le fait déjà beaucoup plus que je ne pourrais le faire. Et du coup, on va constamment
switcher en fait non seulement entre l'ère initiale où se trouve le personnage, mais aussi le futur, ce qui va donner lieu non seulement à des endroits en fait où on pourra se rendre que dans une des deux périodes, puisqu'après on est un petit peu comme dans un Metroidvania à revenir dans certaines zones déjà parcourues pour pouvoir les explorer et en débloquer de nouvelles avec de nouveaux boss, même si les nouveaux boss dans cette deuxième partie finalement sont assez peu nombreux. Mais en plus on découvre de nouveaux mécanismes même après plusieurs heures de jeu, notamment sans spoiler les canons dans une certaine zone, ce qui va donc provoquer un peu plus non seulement de contenu et de choses à faire, mais aussi un peu plus de challenge, parce que c'est notamment lors de cette deuxième partie de jeu, après la partie linéaire, qu'on va trouver un peu plus de challenge dans la tour du temps et en chassant des sauts de pouvoir, parce que c'est vrai que là le jeu de base a une difficulté qui est pas très 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 élevée, c'est pas un Céleste, et même au niveau des challenges optionnels par rapport à un Céleste qui dans ses challenges optionnels pouvait être quand même assez relevé, là ça reste tout à fait abordable. Il faut quand même un peu de doigté, mais il faut plus chercher les patterns, notamment au niveau des boss, chercher les patterns, que véritablement espérer pouvoir s'en sortir avec du skill. Ok, donc c'est plutôt pour toi c'est plutôt un bel hommage rétro à Ninja Gaiden ou Shinobi. C'est ça, mais c'est plus que ça, notamment pour trois raisons. Déjà, il y a un humour constant au fur et à mesure de l'aventure, avec le boutiquier qui balance les blagues méta, mais plus que Deadpool à la limite. Sérieusement, hein, et moi j'ai pas trouvé ça lourd, après chacun appréciera. Il y a aussi donc la nature du parchemin lui-même, que je spoilerai pas, mais qui m'a fait beaucoup rire, et les personnages secondaires, notamment pas mal de boss qu'on affronte au fur et à mesure du jeu, qui sont assez attachants, assez simples, hein, mais qui passent bien et qui donnent un peu de couleur au jeu. Il y a ça, donc il y a l'histoire qui utilise bien un gimmick donc de voyage temporel, plus qu'on ne pourrait le croire au tout début quand on commence le jeu, et surtout il y a la musique, et la musique elle déboîte. C'est c'est un prétendant pour moi au titre de meilleur BO de l'année, parce que c'est juste extraordinaire. Alors, déjà en termes de matière de musique chiptune, donc là alors si vous ne connaissez pas le beau monsieur qui a fait cette musique s'appelle Eric Brown, Rainbow Dragon Eyes, c'est son alias. Ce qui n'est pas une carte Yu-Gi-Oh, on rappelle, attention. J'y avais pas pensé à ça. Mais effectivement, alors on peut trouver facilement ses musiques sur YouTube, mais lui il a aussi un Bandcamp que je vous invite à découvrir, parce qu'il a pas fait que ça, il a fait énormément de choses avant, mais c'est son premier travail, en tout cas le premier travail que j'ai trouvé dans le monde du jeu vidéo. Et en termes de musique chiptune, ça reprend tout ce qui s'est fait de meilleur ces dernières années, en tout cas depuis je pense les 10 dernières années, dans les influences. Notamment moi j'ai trouvé que la musique de la boutique avait un petit côté Crypt of the Necrodancer, c'est perso, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qui vous donne envie même de revenir dans les niveaux que vous avez déjà fait, y compris pour entendre la partie 16 bits, puisque donc il y a deux BO, une pour la timeline 8 bits et une pour la timeline 16 bits, et à chaque fois les remises qu'il est capable de faire sans forcément tout changer du morceau, ça rend vraiment ça très intéressant. Donc pour conclure, c'est vrai que moi je peux que vous pousser à découvrir ce jeu, même si vous connaissez pas forcément Ninja Gaiden Shinobi. Moi j'avais jamais joué à un de ces deux jeux. Pour moi, jeu ninja, quand on en parle, dans ma tête ça fait Tenchu, personnellement. Moi c'est la seule chose que ça me dit. C'était le premier travail du studio Sabotage, donc studio canadien sous l'égide des développeurs. Et si vous regardez leur site web, vous allez voir quelque chose qui est marqué, qui cherche à faire en fait des jeux avec une esthétique ancienne, une esthétique rétro, mais avec un gameplay futuriste. Et honnêtement, je pense que The Messenger, il remplit complètement cette mission-là. Et franchement, j'ai bien envie de voir ce qu'ils vont faire par la suite. Eh ben, écoute, c'est une bien belle critique, ma foi, pour un jeu qui a l'air diablement intéressant. Et on Switch, j'ai pas encore commencé à y jouer. Ah oui, PS4 Switch. Gotos, il me semble. PS4 PC Switch. PS4, non, mais j'avais un doute, j'ai vérifié hier soir avec IDB. Du coup, bonne actu. Messenger, moi c'était mon coup de cœur du dernier E3, essayé durant l'événement indé, et oui, ça a très très bien fonctionné pour moi. C'est le seul truc qui est dommage finalement, c'est le contexte dans lequel il sort, c'est-à-dire que c'est un jeu qui, à mon avis, il y a on va dire 10 ans, peut-être même étendre à 12, aurait été une sensation indé, parce que Steam aurait pas été, enfin une plateforme comme Steam aurait pas été remplie comme elle l'est. Et là actuellement, il risque peut-être de rester malheureusement sous la vague constante de jeux, etc. Mais il a les épaules, en tout cas de ce que j'avais pu essayer, parce qu'ensuite le test a été fait par mon collègue Pipo, coucou. Il a complètement les épaules d'un grand jeu indé
qu'on pourrait garder longtemps. Et oui, effectivement, la double BO, en plus avec les transitions complètement seamless d'une à l'autre, est assez bluffante. Ouais. Et en plus, transition qui s'applique aussi quand tu vas dans l'eau. Quand tu vas dans l'eau, t'entends un écho de la musique. Ah, plutôt sympa. Grégoire? Moi j'ai une question dessus, c'est à un moment dans la critique j'ai senti, est-ce qu'il est satisfaisant d'entrée de jeu, je veux dire, entre les mécanismes qui arrivent au fur et à mesure après plusieurs heures de jeu? Non, c'est au fur et à mesure, c'est plutôt au bout de 30 minutes, t'as déjà tout ce qui est principal, et au bout d'une heure, t'as vraiment tout, à partir du moment où t'as le grappin, t'as vraiment tout ce qui est le plus important. Oui, c'est au bout d'une heure, j'imagine. 1h30 grand max. C'est vraiment un jeu qui se joue très vite, très bien, qui est pas très très dur, même si t'es plutôt néophyte en la matière, tu vas comprendre les contrôles assez vite. C'est vraiment à comprendre le pattern des gros ennemis, notamment des boss ou des salles. Et IDB, du coup, est-ce que ça te tente? Je l'ai sur Switch. Ah, et alors c'est très sympa. Ça m'a beaucoup rappelé Shovel Knight, globalement. Ouais, bien sûr. Voilà, ça revient au même, BO forte, gameplay assez rétro. Tout en étant conscient que c'est pas un jeu des années 80, donc non, ça marche plutôt bien, ouais. Et franchement, pour les 15-20 euros que vous allez mettre dedans, c'est nickel. Mais du coup, dernière remarque par rapport à ce que tu disais, est-ce qu'il risque de pas être un peu noyé sous la vague? Est-ce que c'est pas typiquement le genre de jeu qu'on va redécouvrir dans les top 10 de l'année en mois de décembre? Est-ce qu'il a les armes pour faire partie d'un top 10 d'une année aussi forte que 2018? Je sais pas, c'est ça la question. J'ai bien peur qu'il soit potentiellement redécouvrable dans des bundles, et du coup ça fait moins de blé pour les devs, mais ça leur fera plus d'attente pour leur prochain jeu. Mais il me semble que les ventes sont plutôt chouettes pour le moment. Les développeurs n'ont pas l'air d'être en panique par rapport à ça. Puis c'est le premier jeu d'un studio, c'est aussi une déclaration d'intention d'un certain côté. C'est vrai qu'il écrit Devolver dessus. Oui, c'est ça. Je pense que Devolver s'occupe très bien d'eux aussi. Oui, c'est le bon éditeur pour ce genre de jeu, donc c'est la bonne clientèle aussi, donc a priori il n'y a pas trop de soucis à se faire. Merci à vous deux pour vos deux critiques de la semaine. On se retrouve juste après la pause musicale. On va s'écouter Michael Kiwanuka, Tell Me a Tale, et on va engager le grand débat sur le jeu vidéo narratif. A tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, toujours avec Gotoz. Oui, toujours là. Toujours au parti fantastique avec Grégoire. Non, mais voilà, c'est pour les relances, voyons, toujours le retour en plateau, c'est toujours important. Kamiyoshi qui disait effectivement dans le sens de ce que tu disais, on a regardé ça pendant la pause, série à ambiance, chaque épisode a sa propre ambiance, ça manque un peu de fil conducteur, mais on a l'air plutôt assez agréablement conquis par la présentation que tu en as faite tout à l'heure, sauf Grégoire qui regardera Westworld et jouera à Fortnite, évidemment. Absolument. mais l'un n'empêche pas l'autre, tu sais, regarde Légion, Maniac et Westworld. On a que 24 heures dans une journée, donc après c'est voilà, chacun est libre de les allouer à ce qu'il veut. C'est parti pour le grand débat d'aujourd'hui, jeux vidéo narratif. C'est donc, on a parlé de narration, jeux vidéo, dimension narrative du médium vidéoludique. Cette fois-ci, on va faire plutôt une étude de répertoire, une étude de genre consacrée à cet écosystème-là. Et on est parti. $50 que j'ai raison. Je tiens le pari. On se sent visé? Je monte à $100. On est parti donc pour ce grand débat avec Gotoz. Petit tour de table. Par quoi est-ce que vous avez découvert le jeu vidéo narratif? Il y a tellement d'écoles. Ta porte d'entrée. Il y a tellement d'écoles. On va y venir justement, les écoles. J'imagine que ça a dû commencer avec un point and click, qu'on aurait pu commencer à rentrer dans le narratif, même s'il y avait quand même beaucoup de gameplay. Ça devait être les Chevaliers de Baphomet, qui avait pour le coup une vraie épopée, quoi. Donc ça, c'était époque, c'était quoi? C'était quelle année? 96. 96, ouais. La vache, 4 ans. Et toi, IDB? Alors, les premiers et derniers point and click auxquels j'ai dû jouer dans ma vie. Pas forcément point and click, un jeu à prédominance narrative. Oui, mais justement, c'est des point and click à pas du tout prédominance narrative parce que je déteste ça. Oui, ça va aller vite. C'est Adibou, je crois. Voilà. Ouais, d'accord. Non, mais concrètement, voilà, j'essaie de me souvenir, mais point and click, non, ça m'a toujours. Narration environnementale, tu fais des tourtes et tout, c'est cool. Tu nourris Bouzigouloum, c'est sympa. Attends, il y a même il y avait un gameplay de malade où tu conduisais une bagnole en 3D. Alors. Ouais, c'est incroyable, effectivement. On remercie Cocktail pour tous ces beaux moments. Et toi, Grégoire? Je dirais Amnesia au lycée. Ah, tu considérerais ça comme un jeu narratif, Amnesia? Amnesia C'est un train fantôme, effectivement. Oui, vu comme ça, effectivement. Et toi, du coup, Jonathan? Moi, ça a été assez tard parce que c'est vrai que les jeux qui m'intéressent, c'est plus les jeux où on peut gagner de l'XP, donc pas forcément les jeux les RPG, narratifs. Voilà, moi, c'est plutôt RPG. Donc moi, ça a été assez tard. C'était Walking Dead saison 1. Voilà.
Très bien. C'était la porte d'entrée pour beaucoup de gens. Hein. Et on va y venir d'ailleurs justement à The Walking Dead. Moi à titre personnel c'était essentiellement parce que moi je suis un gros weeb donc forcément et ça tournait voilà. La Nintendo DS était riche en ça et puis évidemment Hotel Dusk aussi. Donc on voit quand même qu'il y a pas mal d'écoles différentes autour du jeu vidéo narratif. Est-ce que tu peux un peu nous aider Jonathan à y voir un petit peu plus clair sur qu'est-ce qui en est un, qu'est-ce qui n'est pas, il y a plusieurs sous-genres. Voilà. Qu'est-ce qui est un jeu narratif ? Voilà, en gros, ce serait pas plutôt simple de se dire qu'est-ce qui ne l'est pas. Ah oui. Et là, à la limite, c'est pas juste une question histoire de le dire. C'est vrai que depuis le début, avec notamment l'apparition des RPG, c'est vrai qu'il y a une différenciation entre les jeux qui se concentrent sur l'aspect statistique et les jeux qui se concentrent sur un aspect narratif, même si ce sont des jeux dans lesquels on peut explorer son environnement et interagir avec lui, notamment par le biais de l'inventaire. On a plutôt tendance à considérer que les jeux d'aventure, les jeux narratifs, sont ceux qui se concentrent soit sur le texte, sur la narration textuelle, soit sur l'interaction avec l'environnement, sachant que ça ne comporte pas forcément de combat, donc de capacité, de skill, on peut dire, à utiliser, ou alors tout simplement où il n'y a pas de progression du personnage. Cela dit, ça reste quand même quelque chose, une zone qui est très 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 étendue, mais voilà, c'est vrai que le jeu d'aventure, en tout cas les jeux narratifs, c'est vrai que maintenant il y en a tellement qui utilisent la narration, y compris les jeux qui ont une grosse emphase sur le combat. C'est vrai que c'est plus facile de dire ce que ça n'est pas, en tout cas pour moi, que ce que ça, ou sinon si on commence à vouloir rentrer dans les détails, après on va trouver plein de petits sous-genres. Et toi, IDB, du coup Mais à Maxima Culpa, j'ai joué à Spy Fox. Ah pour ceux que ça intéresse, voilà. Tu mangeais donc des Golden Grams le matin. Exactement. Très bien. Et donc, effectivement, oui, Grégoire, pardon, tu voulais rebondir. Par rapport à ce que disait Jonathan, c'est aussi, après, comme différenciation, en fait, à partir du moment où tous les jeux te racontent une histoire, le jeu narratif, c'est au niveau de la narration que la différence se fait. Story driven, quoi, vraiment. C'est ça. C'est vraiment la narration qui va faire la différence entre ce qui est un jeu narratif et ce qui n'est pas un jeu narratif, parce qu'en fait, tous les jeux vidéo vont nous raconter une histoire. C'est juste la manière d'y jouer qui va faire que c'est un jeu narratif ou pas. Oui, il y a encore 15 ans, j'avais jamais entendu parler de jeux narratifs. Enfin, j'ai entendu parler de visual novel, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est arrivé plus comme une rustine pour expliquer vous n'allez pas beaucoup utiliser votre manette. Mais avant ça, on partait du principe que oui, il y avait les story-driven RPG ou du story-driven. On partait du principe qu'on aurait même pu appeler narratif à Uncharted, même s'il y avait beaucoup de combats. C'est juste que là, il a fallu à un moment mettre une étiquette, notamment dans le métier qu'est le mien, pour dire aux gens, hey, c'est chouette, mais vous n'allez pas jouer des masses, quoi. Et puis avec la baisse des jeux d'arcade qui existaient de moins en moins entre guillemets, c'est vrai que maintenant, comme tu le disais, quasiment tous les jeux, même ceux qui parlent pas beaucoup d'histoire, en ont une quand même. Et c'est rarement plus c'est maintenant toujours quasiment plus qu'un prétexte. Disons effectivement, c'est une mise en contexte d'une boucle de gameplay pour donner la carotte qui permettra d'avancer. Mais on a quand même des exemples d'éditeurs et de développeurs qui ont centré un peu dès le départ leur ambition vidéoludique sur la narration, en conditionnant le gameplay à ce que la narration exigeait. Parmi les pères fondateurs, on a Sierra, on a LucasArts. Alors LucasArts, on va peut-être s'arrêter un petit peu dessus parce que l'actualité aidant, tel, LucasArts, c'est peut-être une filiation à rappeler. Quels sont les apports à peu près, quels apports vous identifieriez dans le leg de LucasArts, qu'est-ce qui définit la patte LucasArts, qu'est-ce qui a fait avancer le jeu vidéo Je pense que ce serait une question de l'importance du personnage à une époque, on va dire fin 80, début 90, et l'envie de créer du background, de leur donner des caractères et de leur donner peut-être, alors pas toujours, pas sur les grands classiques qu'on connaît pour le poulet et la poulie ou ce genre de choses, mais plus pour Grim Fandango en est un bon exemple puisqu'il passe derrière nous, avec des personnages qui certes n'évoluent pas de manière statistique, mais évoluent dans leur caractère, évoluent, grandissent et ne sont pas un instantané du même personnage du début à la fin du jeu. Par exemple, Guybrush Threepwood l'est plus ou moins, ça reste le même Polaroid d'un bout à l'autre du jeu. Sur Grim Fandango, tu vas avoir un personnage dont le caractère et la manière d'appréhender le monde change du tout. Donc le scénario se déroule sur 4 années, en 4 actes, et donc du coup effectivement il y a toujours des raccords d'un acte à l'autre. Et
Oui, Grégoire. Pour aller plus loin, si on prend Grim Fandango, c'est le premier jeu d'aventure qui a utilisé avec le moteur de jeu Grim. Grimy de LucasArts. Grime, ouais. C'était une question des contrôles. Mais ça, la question du contrôle, on va peut-être y venir après. Mais effectivement. Mais en fait, justement, ça permet d'amener une nouvelle différence de LucasArts par rapport à ce qu'il faisait à l'époque. C'est que tous les outils sont brevetés. Tout ce que LucasArts utilise, il les dépose sous licence et il l'exploite dans une optique financière en fait. Ouais, et ça, c'était une grosse différence à l'époque. C'était le master plan de Lucas, c'était de mettre en place des technologies pour ensuite financer des tas de projets. ILM. Je sais pas comment on le prononce parce que je l'ai pas connu, mais Scum, Insane, Imuse, tout ça a été déposé et breveté, et à l'époque c'était une exception. Tu fais bien de le mettre sur la table parce que Scum c'était une petite révolution avec Maniac Mansion, notamment avec l'interface verbale qui permettait justement plus facilement de sélectionner les différentes actions. Mais il y avait aussi une sorte de, on va dire, de limite à la narration selon LucasArts, c'est que le gameplay était absolument pas orienté vers la narration. Le gameplay était une sorte de blague, c'était plus une balade dans le cerveau des développeurs qui n'allait pas toujours dans le sens de ce que l'histoire te racontait. Ouais. Et fallait plus te mettre dans l'esprit de quelqu'un qui voulait simplement créer des moments de rire qui sont extra, qui sortent complètement de l'histoire et qui sont juste des combinaisons d'objets, etc. Et ça servait pas toujours, ou même parfois ça desservait quand les combinaisons n'étaient pas du tout dans le ton du jeu, quoi. Ouais, par exemple, Grim Fandango, pour l'avoir fait récemment, c'est vrai qu'il y a un moment où on doit désamorcer une bombe, on a un moment très dramatique dans le jeu, et l'énigme qui permet de désamorcer la bombe, bien sûr. Il y a une rupture de ton qui est absolue, et en plus de ça, le lien entre les différents objets se fait pas forcément, faut vraiment, d'où le fait qu'aujourd'hui il faut peut-être y jouer avec une solution aussi. Il a quelques grosses erreurs de puzzle design, Grim Fandango, faut pas l'oublier, c'est vraiment pas un jeu inattaquable. Mais pareil un petit peu avec Day of the Tentacle, pardon, décidément. Mais justement, c'était dans ce jeu-là qu'il y avait la question de la poulie. Non, c'était quoi? C'était Monkey Island. Monkey Island. Ouais. Ah là là, ça fait longtemps. Peut-être. Je sais plus. Oui, Jonathan. Non. Ah, je pensais que tu me faisais un signe. Vous avez un petit peu tâté LucasArts de l'autre côté. IDB, je pense pas. Mais quel regard tu as là-dessus sur justement la manière que ce studio a eu de faire avancer le jeu vidéo? Écoute, je sais pas, moi je pense que je me considérerais un peu jeune pour parler de LucasArts de cette grande époque. Dans les années 90, moi je jouais pas beaucoup, j'étais petit encore. Voilà. Je t'ai dit, Spy Fox c'était un des premiers jeux auxquels j'ai joué. Après, c'est un répertoire à part les classiques, Pokémon Autre, tu vois, mais dans ce qu'on va décrire comme narratif particulier, pour moi, c'est un répertoire qui peut peut-être souffrir d'un déficit de reconnaissance aujourd'hui auprès d'une nouvelle génération de joueurs. Moi j'ai aucune reconnaissance pour ce genre, donc si tu veux, oui. Mais en fait, de là à faire évoluer le fait est que LucasArts ça a fait évoluer ça dans un sens, mais seulement un genre en fait, d'une certaine façon. C'est-à-dire que leur Indiana Jones, etc., de ce que j'ai compris, est un essentiel du point and click, ce genre de choses, très bien. Mais moi, tout ce que je vois, c'est que LucasArts s'est quand même beaucoup concentré sur certains trucs. Et à part les jeux Star Wars, qui eux étaient des jeux concept et qui ensuite s'adaptaient et qui n'avaient pas forcément de narration particulière, genre Star Wars Racers, qui sont des très bons jeux avec des très bons moteurs, mais pour l'époque, là oui, ils ont fait évoluer pour moi le jeu vidéo, mais dans ce qui est narratif, ils ont perfectionné, on va dire, ce qui était un peu la limite. Je pense que ça, en fait, c'est ça le truc, c'est que ça a plus attrait avec la limite technique de l'époque qu'autre chose. C'est plus créer un pont entre l'aventure textuelle pour pouvoir laisser ensuite d'autres studios prendre la main. D'ailleurs, Charles Cécile sur les Chevaliers de Baphomet, tout ce genre de choses, c'est des mecs, ils ont regardé Lucas et ils se sont dit, on doit pouvoir faire un peu moins loufoque dans les énigmes et du coup être prise un peu plus au sérieux sur notre histoire et raconter des épopées qui vont de pays en pays. Indiana Jones a été évidemment une aide, etc. Et Sierra également avait ces séries qui commençaient à pencher vers le narratif avec vraiment beaucoup d'attention aux personnages, etc. Mais de là à tirer directement un pont entre LucasArts et on va dire tel, finalement le pont il se fait via par les employés. Il se fait par les employés et puis par la variable Sam et Max qui est finalement bien les 3 saisons de Sam et Max qui sont bien loin de l'œuvre de tel ces 10-15 dernières années, quoi. Et ouais, non, mais disons
par rapport à ce que disait IDB, la question du plafond technique aussi, c'est est-ce que l'arrivée de la 3D est pas l'une des raisons du déclin de LucasArts dans les années 90 ? Ils l'ont surtout très très mal géré. Ils ont beaucoup de développeurs de jeux d'aventure, on va dire pré-narratifs, si on peut dire ça comme ça, ont très très mal géré le passage à la 3D, qui est un passage en plus qui leur a été exigé par les consoliers, notamment Sony, qui leur disait on va quand même pas mettre vos trucs en pixel art sur notre console 32 bits, vous êtes fous quoi. Et puis il faut se rappeler que justement avec l'arrivée de la PlayStation, l'arrivée des cinématiques, l'arrivée des FMV beaucoup plus démocratisés, t'as pas que les jeux narratifs qui peuvent justement proposer une histoire, les autres aussi peuvent accentuer là-dessus, même si c'est pas forcément leur focus principal. Disons que oui, il y a Resident Evil qui a rebattu pas mal de cartes aussi sur la question de comment se déplacer un personnage en 3D. Enfin, typiquement Grim Fandango, c'est l'anti-Resident Evil sur la question des contrôles. Oui, c'était une catastrophe. C'est comment ne pas faire Resident Evil en fait. Oui, c'est une catastrophe. Mais en même temps, c'était un jeu qui est sorti d'abord sur PC et puis tout ça, ça se faisait au clavier. On était en galère, ce qu'on appelle les contrôles tank, qu'ils ont réglé d'ailleurs pour le remaster en laissant une deuxième option. Mais c'est les mêmes contrôles que tu as retrouvés, il me semble, dans Monkey Island 4, que tout le monde a oublié pour des raisons évidentes. C'est pas faux. Mais tu mentionnais Sam et Max tout à l'heure, on va peut-être faire la transition vers Telltale vu que l'heure tourne. Telltale, on va pas refaire la news de la semaine dernière, mais rappelons que Telltale est en instance de fermeture. Ils ont renvoyé 90% de leurs effectifs, soit 225 personnes sur les 250, si je dis pas de bêtises. Ou 250 sur un total plus gros. Ouais, il me semble que c'était ça. C'est plutôt ça, ouais. Et qu'en gros, sans indemnisation, ils ont eu 30 minutes pour faire leur carton et partir. Voilà, à quoi c'est dû ? Parce que Telltale, c'est quand même un porte-étendard du jeu vidéo narratif aujourd'hui. Enfin, disons que The Walking Dead, Wolf Among Us, Game of Thrones, même dans une certaine mesure, ont quand même fixé un certain cap. Ça a coïncidé avec une période où les streamers se sont mis à streamer ce genre de jeu aussi. Où est-ce que ça a merdé en fait ? Des questions d'immobilisme pour moi. En fait, il y a un peu l'effet One Hit Wonder. Tu sors un truc, ça rentre dans tous les salons. Ça s'appelle The Walking Dead saison 1. Il y a eu des trucs avant ça, bien sûr. Entre Sam et Max et The Walking Dead, il y a eu des essais. Retour à le futur. Il y a eu Jurassic Park, dramatique. Il fallait essayer, mais ils étaient vraiment pas prêts. Il y a eu Retour vers le futur qui me semble était avant aussi The Walking Dead, qui était déjà leur système. Donc voilà, de petits espaces avec des petits déplacements assez courts, peu d'objets dans l'inventaire et des combinaisons d'objets qui vont à l'essentiel pour vraiment se concentrer là sur les dialogues, sur les personnages, sur le développement de l'histoire. À partir de The Walking Dead, ils rentrent dans tous les salons et la ficelle devient pour beaucoup le jeu de l'année, cette chose incroyable que eux du coup décident d'industrialiser au point où en fait ce qui devait être une machine à créer de l'inattendu devient une machine à créer que des inattendus que toi t'as déjà préparé dans ta tête. C'est-à-dire que c'est des canevas dont ils n'ont pas réussi à sortir, sauf à quelques occasions, notamment sur Borderlands, grâce notamment à l'aide des développeurs de Borderlands, qui leur ont filé un gros coup de main sur le ton du jeu. Mais sinon, après, c'était une sorte de truc un peu, c'était un meuble Ikea, quoi. Tu le reçois, tu connais les vis, tu connais les machins, et tu te dis puisque j'ai rencontré machin et machine, je sais très bien que si l'un meurt, c'est l'autre qui va passer à sa place. Et donc, en fait, des engagements. Enfin, à partir de The Walking Dead saison 2, pour moi, il y a un désengagement émotionnel terrible où en fait, je comprends que c'est toujours pareil. Le souci, c'est qu'on en avait déjà un petit peu parlé entre nous. Tu as une limite sur les choix que tu peux donner aux joueurs, et ça, les joueurs finissent par s'en rendre compte, notamment à partir d'une saison 2 où tu te rends compte que si effectivement tu as un choix qui n'est pas fait, c'est l'autre qui va être à la place. Du coup, que tu peux pas avoir une influence très forte sur l'histoire, sur tes choix en fait, il te reste tu peux apprécier l'histoire, mais si l'histoire elle-même utilise souvent les mêmes gimmicks, ou alors le fait que Clémentine s'en souviendra, c'est vrai que ça s'épuise assez vite. Puis c'est un système qui fonctionne comme un tour de magie, c'est-à-dire qu'un tour de magie, on te le fait une fois, on t'explique pas comment on l'a fait, tu rentres chez toi, tu dis oh la vache, le mec est magicien. Là en fait, on te fait le tour de magie une fois, tu dis oui, mais qu'est-ce qui se serait passé si j'avais fait ça, ça et ça. Et si t'as la flemme de le faire, tu vas sur YouTube et quelqu'un t'a fait une compile qui te montrera exactement à quel point en fait ce que tu pensais être des embranchements narratifs énormes sont finalement très petits, et t'as une désillusion en fait qui peut se créer. Enfin, si tu veux, tu peux décider de ne pas regarder sous le tour de
magie pour voir. D'entretenir ton. Mais jeu après jeu, tu vois la mécanique. C'est comme si on te faisait des tours de cartes très très proches les uns à la suite des autres. Grégoire. Après, ce qui peut casser un peu le mythe aussi dans les jeux narratifs, c'est que quand on propose des fins alternatives, il faut absolument que les fins soient cohérentes entre elles et permettent aussi, dans tous les cas, de s'identifier notamment aux personnages, quelles que soient les décisions qu'on prend et quels que soient les choix qu'on fait. Mais après, c'est vrai qu'il y a des. Je crois que c'était dans Uncharted, on se retrouve à faire des. Uncharted, on se retrouve même à avoir des passages plus narratifs aussi, en mode QTE, où on se retrouve à avoir certaines discussions. Sauf que Uncharted est développé dans l'autre sens. Voilà. C'est-à-dire qu'ils disent. En tout cas, c'est essentiel dans le dernier. C'est que ils ont dit on va faire une scène qui va ressembler à ça, une scène qui va ressembler à ça, une scène qui va ressembler à ça, une scène qui va ressembler à ça. Comment on lit tout ce bordel voilà. Et ils sont comme ça qu'ils ont approché le truc. Donc, enfin, ouais, d'une certaine façon, il y a une narration et c'est un peu un film Uncharted, mais c'est un film parce que ça reste dans le convenu, ça dure pas trop longtemps et les scènes incroyables sont des scènes de cinéma. C'est ça. Mais pour revenir à ce que tu disais sur la question de l'arborescence, effectivement c'est un vrai problème, même sur le modèle économique du studio, c'est-à-dire que si on multiplie des tas de projets sur plusieurs licences en même temps et que chaque fin ouvre une arborescence de possibilités qu'il faut s'empresser de refermer entre deux jeux pour s'assurer de ne pas en développer 4 en même temps alors qu'ils sont déjà en train d'en développer 15 c'est très compliqué quoi. Disons que c'est Steven Moffat sur Doctor Who, il disait faut écrire, faut write yourself into a corner. C'est très difficile à traduire en français, mais en gros il faut écrire de telle sorte qu'on se retrouve dans une impasse à la fin. Et là c'est vraiment l'inverse, c'est-à-dire que les types se retrouvent avec des océans de possibilités qui sont obligés de refermer entre chaque jeu, sinon ils s'écroulent quoi. Puis après sinon si t'as trop de script, après tu peux pas, enfin c'est tellement dur à faire, tellement dur à écrire, tellement dur ensuite à mettre dans le jeu que finalement tu arrives à quelque chose qui a plus grand intérêt ou alors qui va avoir des retards de développement tels que ça va jamais sortir. Et des retards de développement dans les conditions qu'on connaît chez Telltale en plus, ils étaient en crunch permanent. Ouais, crunch permanent. C'est aussi, on l'a même pas dit en fait parce que ça nous semble évident, mais c'est aussi l'arrivée du jeu épisodique quoi. C'est l'arrivée du jeu épisodique, du développement. C'est les premiers développements qui se font avec les retours des joueurs sur l'épisode d'avant. T'es même pas sûr de pouvoir finir ton prochain épisode. T'es déjà en train de lire les commentaires qui te disent que l'épisode suivant était pas suffisamment rythmé. T'es toujours en train de corriger ton jeu. Ton jeu est un ouvrage infini en fait. Et en plus avec donc cette volonté à la fois narrative, mais en même temps de te garantir un cliffhanger tous les 2 ou 3 mois, parce qu'au début c'était 2 mois et puis rapidement ils sont passés à 3 mois. Sinon je pense qu'ils auraient tous claqué les pauvres. Ils étaient obligés de se donner ça et du coup là-dedans il y a des fois où tu as des passages à vide, surtout quand t'es pressé, et du coup il y a des cliffhangers qui semblaient extrêmement artificiels, qui retombaient 2 mois plus tard comme un cheveu, vraiment comme un soufflet pardon, et où tu te disais ok en fait ce truc là n'a rien à faire dans l'histoire, n'a porté aucun enjeu sinon de me faire attendre. Et c'est vrai que ça faisait une sorte une rythmique assez particulière pour les jeux Telltale, qui était facile à identifier de jeu en jeu en plus. Maintenant qu'on a à peu près fait le diagnostic sur Telltale, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Il y a le volet technique aussi. Oui, évidemment. Retard de moteur, le moteur. Tout ça. Disons quelle perspective maintenant sur leurs travaux. Comment, que devient The Walking Dead? Est-ce qu'ils vont sortir ça sous quelle forme ça va sortir, si ça doit sortir un jour? Quid de leur projet Stranger Things? Ça va pas sortir. Ça sortira pas, tu penses? Non. Là déjà, s'ils arrivent à sortir la fin de Walking Dead, ce sera bien quoi. Les gens, il me semble que le dernier a été retiré des marchés des stores, non? La 3e saison, non? Non. Ils ont sorti. Alors si je suis au clair avec tout ça, ils ont sorti le 2e épisode quelques jours après avoir fermé le studio, et après ils ont dit qu'ils cherchaient des acteurs extérieurs pour terminer la saison entre guillemets d'une manière ou d'une autre. Ce qui veut absolument tout et rien dire. Ça peut très bien être un montage de cutscene balancé sur YouTube. Ça peut être un post-mortem de luxe, comme ça peut être un studio qui récupère les assets et qui essaie de rabibocher un truc. Mais là, on n'est plus du tout sur la volonté d'auteur, quoi. C'est là pour l'instant, on est juste dans l'ornière de on a vendu un season pass et puis maintenant, faut finir le boulot. Défoncer, quoi. Voilà, faut finir le boulot. Alors pour finir ce point, je me permets de citer Yann Rieder du podcast La Cartouche qui posait la question de la préservation aussi des jeux, c'est-à-dire que maintenant que si Telltale ferme,
qu'advient-il des jeux sur les stores? C'est-à-dire qu'apparemment il y a tout un step d'activation auprès des serveurs de Telltale quand on veut jouer au jeu. Ah oui, bah ça ils vont devoir proposer une solution. C'est parce que si on l'a pas en physique, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et les serveurs ils vont fermer. Voilà. Si d'entre moi personne n'a pas bougé, c'était HQ Nordic qui récupérera les miettes comme d'habitude. Je te dis, La voiture balai. Ça va être le running gag toutes les semaines. Toutes les semaines, on aura une news sur THQ Nordic qui récupère une nouvelle licence. C'est tout pour cette première moitié de débat. Si vous avez un truc à ajouter sur Telltale, c'est le moment. Non, bah pas sur Telltale. Bon, on est déjà en retard. On est déjà en retard, mon Dieu, 18h04. Oh là là, très bien. On va s'écouter Sid Matters to All of You de Life is Strange. On se retrouve pour la deuxième partie juste après. De retour en plateau pour Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels. On retrouve Gotos dans quelques secondes en plateau. Jonathan, Grégoire toujours avec nous. Eh oui. IDB toujours avec nous qui revient. Et Gauthier qui s'installe. On est donc en deuxième moitié de débat, toujours pour parler de jeux vidéo narratifs. On a pas mal parlé de... Ça tombera pas plus bas, Idévando. On a pas mal parlé... Non, mais on se fait feinter par tout le studio là. C'est fantastique, ouais, on se fait breaker et tout, c'est incroyable. VL Media, le studio, c'était un rêve à réaliser. Donc on a parlé de LucasArts, on a parlé de Telltale, on a vaguement parlé de Sierra, mais je pense qu'on n'aura pas le temps, parce qu'on avait prévu de consacrer notre deuxième partie de débat justement à toute cette étude un peu du genre. On s'éloigne un peu d'historiographie et parler de ce que ça nous dit du jeu vidéo. Les amis, je pense qu'on est parti. Première question. C'est un peu idiot, hein, c'est l'œuf ou la poule, mais qui du jeu ou de l'histoire conditionne l'autre? Il y a la grande querelle, on va pas la refaire, ludologue versus narratologue, on en avait suffisamment parlé avec Miss Mew dans notre numéro consacré à ce sujet. Mais IDB, ta réticence à jouer au jeu narratif, justement sur ce répertoire-là, traduit peut-être aussi que tu as une approche sur le jeu qui conditionne tout le reste en fait. Et est-ce que c'est ça qui... juste que je me fais chier. Il n'y a pas d'histoire à haut niveau pour moi. Pour moi, il n'y a pas d'histoire qui soit au niveau. C'est chiant. C'est chiant, t'as pas envie de continuer. Enfin, à partir du moment où moi je joue un jeu, mais ça m'est arrivé plein de fois, hein. J'ai acheté plein de jeux, c'était des daubes intersidérales, mais je considère que la plupart des jeux entre guillemets narratifs, parce que voilà, ça marche pas. C'est un problème de niveau d'écriture pour toi? À partir du moment où tout ton truc c'est autour de l'histoire, enfin genre non, admettons qu'il y a un jeu vidéo qui a une bonne histoire, très bien, et qui du coup délaisse un peu son gameplay. Qu'est-ce qui va me faire pourquoi j'aurais envie de continuer à me trimballer cette histoire sous cette forme-là plutôt que sous un film ou une série ou quelque chose de bien fait avec un meilleur rythme? Parce que de toute façon, on nous présente un protagoniste qu'on est censé jouer nous, d'accord, mais on va pas s'identifier à ce personnage. Pourquoi? Parce que l'histoire est trop, le jeu est trop axé sur lui, et de toute façon, quand on joue, enfin genre je m'identifie pas au personnage que je joue, si tu veux, en fait. Mais globalement, mais ça va aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que moi je veux te dire que c'est pas si bon, et globalement si tu regardes, les histoires de jeux vidéo sont pas bonnes en fait. Tous les jeux vidéo ont pas forcément des bonnes histoires. Il y a très peu de jeux qui ont des bonnes histoires, et même quand elles sont bonnes, elles sont sublimées par un gameplay généralement, tu vois. Alors justement, je me permets, j'en vois un seul en fait dans ce qu'on pourrait mettre dans le grand sac du narratif, dont l'histoire est sublimée par le gameplay parce qu'il y a un gameplay dedans, c'est Edith Finch. Est-ce que tu as touché à Edith Finch? Parce que là, pour le coup, chaque vignette est une expérience de gameplay qui est censée justement te permettre de t'identifier au personnage, plutôt que de te foutre dedans et te dire bon voilà, je te donne les clés, elle s'appelle Clémentine, elle a 8 ans, ça va se passer comme ça. C'est complètement différent, et je le rangerais du coup dans les bien écrits. Mais je suis d'accord avec toi, beaucoup trop de jeux sont célébrés pour des histoires qui ne survivraient pas à la télé. Et je dis à la télé, pas au cinéma. Mais du coup, la question que tu posais tout à l'heure, enfin, ta position permet de poser la question, enfin, on enchaîne directement, les walking sim, pour toi, est-ce que c'est du jeu vidéo? Ça dépend ce que tu appelles un walking sim. Par exemple, je prends c'est un buzzword, hein, mais je le prends à dessein. Je prends D-Rester par exemple. C'est un jeu où j'en vois un autre là, donc je veux parler. Gone Home, parce que j'y ai joué Gone Home. Gone Home, l'avantage c'est que c'est fort, efficace et ça dure 30 minutes. Voilà. C'est très chiant de te dire qu'il y a des mecs qui se sont fait chier, etc., pour qu'au final il y ait que 30 minutes de gameplay. C'est dur, c'est pas forcément optimal pour les développeurs et ce genre de choses, mais c'est le bon format, je pense, pour ça, pour ce que tu appellerais un walking sim. J'ai pas joué à Firewatch, ce genre de choses qu'on pourrait aussi mettre dans cette catégorie-là, de ce que j'ai compris. Mais, tu vois, je sais pas, Gone Home ça marche, mais ça marche parce que ça dure une demi-heure et parce que les petits détails, c'est des petits détails, mais voilà, il y a quand même un petit truc et voilà, et ça marche. Mais en même temps, ouais, effectivement, t'es pas forcément en train de te dire que t'es en train de jouer à un jeu vidéo.
je pense. Bon, Mais alors, question, c'est parce que tu te sens pas impliqué dans un jeu narratif ou... Ah non, si, Gone Home, moi j'ai beaucoup aimé, je me suis senti émotionnellement attaché par ce qui se passait, ce qui était raconté, ce genre de choses. Ouais, si, là j'avais de l'implication, mais au-delà de l'implication, genre les trucs qui durent plus longtemps et qui se déroulent mal et où le gameplay est poussif. Pour moi, le gameplay est trop souvent poussif, genre. Le Walking Dead, j'ai joué à Telltale au premier épisode de la première saison de Walking Dead, j'ai commencé, je me suis dit ouais, ça va être cool, super, je sais pas quoi. Je devais l'avoir eu dans un bundle, tu vois, enfin vraiment c'était pas volontaire à la limite. J'ai joué la première scène où tu agis, où c'est genre je crois que tu ramasses le pont pour décider de buter le flic qui est devenu zombie ou je sais pas quoi, le tout début, je n'arrivais pas à comprendre comment je contrôlais le jeu, je ne comprenais pas ce qui se passait, je savais pas que j'étais en train de jouer, c'est un enchaînement de situations catastrophiques. Et une fois que je suis arrivé à la baraque où on rencontre Clémentine et tous les autres etc, alors là, j'ai dit merci, au revoir et je ne jouerai plus. Voilà. Mais après, pour moi, le jeu narratif, dans ce cas-là, enfin, pour finir mon argumentation, devrait plus s'inspirer des jeux à casse-tête ou ce genre de choses. Genre les Stanley Parable, je sais plus, j'ai pas tous les noms en tête, mais il y a des jeux qui sont beaucoup plus efficaces là, mais d'une certaine façon, le gameplay est complètement déconnecté du narratif. C'est ça le problème. Disons que voilà, là ce que tu décris, c'est un petit peu ce qu'on pouvait avoir dans les point and click, justement, avec des énigmes, des associations d'objets, etc., et qui entrecoupent des moments de narration. Ce qu'on pouvait avoir dans Runaway, par exemple. Oui, bien sûr. T'as d'autres trucs. Dernièrement, dans The Vanishing of Ethan Carter, qui, pour te faire poursuivre des fantômes, te fait reconstituer des meurtres, et ça n'a pas grand intérêt dans le développement de l'histoire, mais ça te permet de temps en temps de mettre ton cerveau à profit. Mais de ce que tu disais, il y a un problème d'implication, effectivement, et on peut peut-être avancer sur le point de l'implication du joueur. C'est comment est-ce qu'on implique le joueur dans un jeu narratif? Est-ce que c'est uniquement par des choix? Est-ce que c'est uniquement par des énigmes, comme on vient de le dire, des QTE? Qu'est-ce qui trouve le plus grâce à vos yeux? Peut-être Grégoire, je te vois dodeliner un peu. En fait, c'est la grande question. Enfin, à mon sens, le jeu narratif, c'est la grande question que ça pose, parce que d'un côté, la narration, ça suppose, notamment dans un film par exemple, on parle de spectateur parce que la personne est extérieure, externe et observe. Alors que dans un jeu, un gameplay, ça suppose que le personnage que tu incarnes, il se définit par ses capacités. Alors dans un film, c'est son caractère. Et 2, il évolue en fait. Disons que c'est un toi amnésiaque au début, tu passes un contrat avec, on oublie tout ce qu'il y a avant et on crée une histoire ensemble. Et tu vas recaractériser le personnage. C'est ça, mais tu crées une sorte d'identification réciproque, enfin mutuelle un peu, tu l'orientes comme tu veux et en même temps le personnage oriente tes choix aussi. C'est ça, c'est qu'Amnesia, t'as pas mal de choix aussi. C'est ça. Mais après, c'est compliqué d'impliquer le joueur d'une autre manière en fait, parce que même si on lui offre certains choix, c'est par exemple dans Heavy Rain, je crois que c'est dans Heavy Rain où il y a une scène où on embrasse quelqu'un. Dans plein de jeux, plein de films, on embrasse des gens. Alors il y a une scène dans Heavy Rain où justement on a le choix entre embrasser la personne qui est en face de nous ou ne pas l'embrasser. Mais par exemple, si je connais pas quoi. Je crois que je vois de quelle scène tu parles et je te l'ai genre. Ouais, c'est ce que tu veux, mec. Je sais pas qui c'est, j'ai envie de me barrer en courant, je sais pas ce que je fais là. Mais ça, c'est impossible de le faire. Et donc à partir de là, c'est compliqué. Enfin, je veux dire, qu'on dise blanc ou noir, le joueur s'en fout en fait. À la base, c'est censé être. Enfin, moi, je sais que l'implication vers un personnage, ça fonctionne si j'ai l'impression qu'il a une prise sur l'univers et surtout si j'ai l'impression que tout est cohérent autour. Contre-exemple, The Walking Dead saison 2 te met autour de Clémentine, te fait incarner déjà un enfant de 8 ans, ce qui est déjà un exercice en soi, et ensuite te met autour de toi une équipe d'adultes qui vont te demander de trancher sur des dilemmes d'adultes. Déjà, tu t'en vas. C'est parti. Là, en fait, tu peux pas du tout, même l'exercice de jeu de rôle ne fonctionne absolument pas parce qu'elle est 10 fois plus badass que tous ceux-là réunis d'ailleurs. Exactement, ils viennent tous là, ils sont tous de chevrotants. Est-ce qu'il faut qu'on aille à gauche? Est-ce qu'il faut qu'on aille à droite? T'as envie de dire je suis désolé, j'ai 8 ans. Et tu peux pas le faire, et surtout tu te sens que c'est là on revient sur la question que tu posais, est-ce que c'est l'un qui définit l'autre? Là en l'occurrence c'est véritablement les besoins de t'opposer régulièrement des choix et de réveiller ton cerveau sur des dilemmes assez finalement simples et sans grande retombée. Définit tout le reste. Définit où tu vas, où on t'emmène, etc. Oui, DB. En fait, ça me rappelle, je sais plus qui c'est qui dit ça, mais il y a un mec qui dit que la différence entre les jeux de société et les jeux vidéo, c'est qu'un jeu de société est régi par ses règles, un jeu vidéo est régi par ce que tu peux faire, enfin par ses limites, si tu veux, d'accord? À partir de là, si on prend ce principe-là et que dans un jeu vidéo, pour moi, le joueur dans ce jeu vidéo va toujours essayer de niquer le jeu.
c'est le principe. Tu dois battre le jeu. Bon, on te donne des armes, etc. Mais de temps en temps, tu vas quand même essayer de contourner des trucs, de tester, oui, etc. Tu vois. Voilà. À partir de ce moment-là, si on te limite à un choix binaire, enfin, comment c'est ce que disent Grégoire et Otto, les deux en même temps, c'est on n'a pas enfin genre les deux choix nous plaisent pas, on va en faire un autre et quelque chose d'autre. À partir de là, enfin ça sert à rien de continuer, tu vois. Après c'est comme dire, enfin c'est un livre dont tu es le héros n'a pas un nombre de pages infini non plus, tu vois. C'est ce que j'allais dire en fait. J'ai l'impression d'être un débat sur le déclin du jeu de rôle occidental et on aurait exactement le même débat. C'est effectivement à un moment tu as d'autres exemples, notamment le jeu de plateau ou le jeu de papier, qui te montrent que il faudrait une réactivité supplémentaire, il faudrait pouvoir contourner les choses, il faudrait que tout ne soit pas basé sur les dialogues dans les jeux narratifs, que tu puisses par un choix complètement casser une situation, le fait d'un choix qui soit différent, aller te balader quelque part, toucher à quelque chose auquel tu n'aurais pas dû toucher. Sauf que là actuellement c'est toujours une roue de dialogue et en fait ça limite énormément les choses et donc tout est attendu, tout est préparé et jamais tu as l'impression que tu peux casser une situation de jeu. Tu manques de liberté. Et du coup sur quoi on peut travailler pour remédier à ça? Est-ce que on a des pistes, par exemple Dontnod avec le voyage dans le temps qui permet à court terme en tout cas de mettre en avant les conséquences des actions du personnage, même si c'est le pire. Oui. Life is Strange, c'est le pire de tous. C'est le pire de tous. Alors, tu es parti, je t'écoute. Non, mais rien, genre juste tu parles de Dontnod, je le dis, voilà, ça doit être dit, c'est de la merde. Voilà, c'est tout. Quoi? On refait le jingle, c'est bien. Non, mais voilà, je veux dire quand même, il y a une idée de gameplay dont les règles sont réécrites en fonction de ce que la narration demande aussi, donc c'est un petit peu compliqué en termes d'adhésion au récit, mais il y a quand même un travail sur le fait que tu vas poser des choix, tu vas modifier un élément dans le décor, ramasser quelque chose, etc. et ça va avoir une incidence sur tes possibilités au sein d'un dialogue. On en revient à ce que tu disais, c'est trop centré sur le dialogue et que ça reste un écueil, mais c'est une possibilité de penser l'exploration peut-être sous un certain angle, à voir ce qu'ils vont faire dans Life is Strange 2. J'ai pas essayé le premier épisode pour le moment. Non, j'ai pas fait Captain Spirit, je vois pas trop où ça va, mais en fait, oui. si tu veux, je pense que les jeux qui réussissent mieux à gérer enfin, réussissent mieux, c'est un grand mot, mais je trouve qu'à la limite, un système où tu as un jeu qui te dit quand tu fais telle action, ça met ta barre dans ce sens-là, quand tu mets telle action, ça fait ta barre dans ce sens-là. Fable. Si tu veux, et qu'ensuite, ça va faire que certains personnages, tu peux réagir avec eux ou d'autres non. Ça me semble plus réaliste, si tu veux, que le fait qu'à chaque fois, on va te proposer une zone de jeu, puis ensuite, on va te ramener un petit couloir où on va te dire, là, maintenant, tu as choix là ou choix là, puis ensuite, vas-y, repars sur un grand espace de jeu, puis repars sur un petit truc, parce qu'en fin de compte, on va contrôler nos modules, et puis voilà. Alors que d'une certaine façon, je trouve que je sais pas. Et ça, le seul exemple que j'ai là récemment, c'est dans les Pillars, l'exemple des réputations, quoi. C'est ça, c'est les réputations dans les MMORPG. Par exemple, dans Watch Dogs. Le premier du nom, pas le deuxième qui était voilà. Le premier qui était une tentative pas trop dégueulasse. T'avais l'idée, est-ce que tu as tué des gens, est-ce que tu vois, enfin, ou Deus Ex, si en fin de compte n'est pas un super jeu, te permet, je trouve, d'une façon plus réaliste, par tes actions, tu as défini le caractère de ton personnage. Et là, tu as influencé le rapport que les gens ont avec ton personnage. Undertale, par exemple. Moi, je sais pas, Undertale, j'ai pas été foutu. Mais là, on est tous partis sur des RPG en fait. Oui, mais c'est ça. Non, mais là, tu vois le prochain point sur le. Si tu demandes aux gens dans les 4 dernières années quel est le jeu dont la narration les a plus marqués, la plupart vont te dire The Witcher 3. Pas un jeu narratif, je pense en tout cas. C'est plus une question d'écriture là pour le coup. Oui, c'est vrai. Et du coup, c'est vrai que finalement, dans l'écriture, notamment par rapport au script, par rapport au fait justement d'avoir un monde qui évolue un petit peu selon ce que tu fais, on est encore quand même très très limité dans le jeu vidéo, même s'il y a des tentatives, donc, comme on disait dans Pillars ou dans d'autres, pour essayer de, par exemple, si tu trouves un objet quelque part et qu'en fait c'est un objet de quête et que tu le montres à la personne qui doit te donner la quête, finalement tiens tu l'as eu, c'est cool. Ça c'est finalement notamment dans les jeux occidentaux, dans les RPG occidentaux, on en est là, on n'en est pas au-dessus, on n'en est pas encore à ce que tu disais justement de pouvoir casser le jeu, quoi. D'où le fait que le jeu narratif se cherche encore énormément et que je pense que tous les développeurs ne veulent pas je pense que beaucoup visent une expérience extrêmement tunnel, extrêmement maîtrisée. Il y en a qui essaient. Life is Strange première saison, essayer des trucs beaucoup plus malins que ce que tu peux retrouver dans tel et t'as bien fait de t'arrêter. Si t'aimes pas Life is Strange, t'as bien fait de t'arrêter au premier The Walking Dead premier épisode première saison. Mais il y a de l'avancée, mais l'avancée elle se fait. Le problème c'est que là on parle de 2 séries de jeux par exemple qui il y en a une qui récupère le témoin après l'autre.
Alors que derrière, il y a d'autres jeux qui font de la narration. Il y a Valhalla qui passe derrière toi, par exemple, qui est un jeu narratif qui utilise le gameplay. The Red Strings Club, dernièrement par Deconstruct Team, qui avait déjà fait. Exactement, et Papers, Please. Ouais, voilà. Et autant de jeux qui, en fait, vont te faire. Vont utiliser un truc de gameplay pour te faire passer des informations, te faire t'identifier, te faire découvrir des personnages, sans forcément que tu sois simplement à Disney, dans un tout petit parc de Disney dans lequel tu rentres, et puis il y a Monsieur Moustache à gauche qui veut bien te parler, et puis il y a la blonde ici qui veut bien te parler aussi, mais peut-être qu'ils voudront pas te parler à la fin. C'est des enjeux qui sont, on s'en fout. À un moment, on s'en fout d'être fâché avec machin. Dans The Walking Dead, ça marchait pas. Je me suis laissé dire que ça avait pu marcher mieux dans Life is Strange, mais à côté de ça, il y a des jeux qui cherchent d'autres enjeux, qui cherchent d'autres choses, qui cherchent peut-être on parlait de Deus Ex par exemple tout à l'heure, qui est toujours un merveilleux exemple de il impacte tous tes choix durant tout le jeu, mais à la fin c'est un bouton. Qui cherchent des manières différentes de te faire générer une fin qui te ressemble. De Red Strings Club en est un par exemple. Mais effectivement, le non-jeu narratif est surtout reconnu par les gens qui connaissent les transfuges de l'école The Walking Dead, qui sont nombreux. C'est l'illusion du choix qui détruit complètement en fait la prétention du jeu narratif. C'est-à-dire que si tu as des bons storytellers, etc., très bien, pourquoi tu veux faire semblant que tu vas changer quelque chose, et quitte à ne pas nourrir la même histoire? Pourquoi les mecs veulent... Je comprends pas pourquoi les gens s'obstinent à vouloir créer 4 histoires différentes là où ils pourraient rendre une efficacité rare sur une seule. Parce que du coup, l'excuse, c'est notre gameplay est pas forcément incroyable techniquement, mais on essaie des trucs. Bon, ça c'est après, il y a ceux qui essayent de faire quand même des petites manips, mais à la fin, on te dit surtout, on te vend un choix qui pour moi n'a pas lieu. Pour moi, n'a pas lieu parce que tu as X fins possibles. Là, par exemple, tu prends. J'essaie de trouver un exemple de ce que tu viens de dire. Par exemple, Detroit, qui te montre carrément l'arborescence des possibilités. Et du coup, tu te retrouves à faire une liste de courses pour débloquer des trophées, en fait. Pareil, je vais pas m'amuser à jouer à Detroit après Heavy Rain, etc. Tu vois. Mais toi, t'avais plutôt apprécié Gotos. Ah ouais, alors que je reviens de loin sur les productions Quantic Dream. J'ai notamment détesté au plus haut point Beyond Two Souls. Pour moi est un jeu véritablement exécrable, mais sur Detroit, en fait, je pense que l'idée, en fait, de te dire on va te donner l'arborescence, regarde là, il y a un côté, le créateur en a marre, ça fait 15 ans qu'il écrit des fils dans tous les sens et que personne veut les voir, et là il te les montre et dit regarde quand même, c'est du taf. Et ben ok, faisons un truc de complétion. Ça a marché sur moi. Vraiment, ça a marché sur moi de me dire il a écrit une sorte de multivers, de petit multivers, et je peux l'explorer comme je veux. Est-ce que à la deuxième fois, quand je regardais la deuxième fin, je me disais j'aurais pleuré dans ce sens-là plutôt que dans ce sens-là? Non, je m'en foutais. J'étais dans la complétion, dans la recherche de contenu, quoi. Mais c'était la meilleure chose qu'il pouvait faire, je pense, pour Detroit, qui pour le coup propose beaucoup d'embranchements, pas tous très subtils ni très bien écrits, mais il y a du contenu, quoi. Et lui voulait le montrer, je pense. Et le studio voulait le montrer. Et un savoir-faire sur le contenu aussi, en l'occurrence. Oui, bien sûr. À un moment, quand t'as ton propre studio de mocap et tout le bordel. Mais quand j'entends multivers, pour moi, ça me donne l'idée, c'est que le meilleur jeu vidéo narratif à choix multiples, ce sera un truc où tous les univers se rejoignent à la fin et que tu le sais que tous les univers se rejoignent à la fin. Et c'est juste là, tu as une bonne rejouabilité parce que tu fais 4 histoires différentes. Mais à la fin, tu sais que ça va toujours finir pareil parce que c'est comme ça, parce que c'est dramatique, parce que c'est la sci-fi, c'est tragédie. Enfin, tu vois. Tu sais ce qui aurait sauvé Telltale ? Un jeu Avengers The Secret Wars. Un bon petit multivers sympa, là t'aurais plein de 15 000 trucs à faire, ce serait super rigolo. Mais ceci dit, je me permets juste rapidement, dans l'écriture solide mais qui ne te donne pas des illusions de choix et qui va essayer de se concentrer simplement sur quelque chose de sympa, et peut-être faire des renvois entre les personnages de petits objets qui ont été bougés, on va dire. Récemment il y avait The Lion Song qui reprend du coup lui plutôt une esthétique de point and click, et qui est une série de 4 micro-histoires qui se finissent en une demi-heure chacune, et là pour le coup il y a zéro esbrouf, mais des idées de gameplay, et des idées de convoyer la narration par le gameplay. Très bien, écoute, le message est passé. Grégoire, est-ce qu'on avait une question intéressante sur le chat? Sur LO0 qui employait l'expression l'illusion du narratif, et effectivement c'est ça en fait, c'est notamment IDB qui voulait qui a fait remarquer qu'on était très restreint dans les choix, et puis à nouveau on explorait à nouveau des petits choix, et c'est une manière de toujours réguler en fait. Pour les développeurs, de toujours contrôler un peu l'histoire, même si on nous donne des choix, je veux dire. Contrôler leur travail aussi, parce que aussi, mais je veux dire, envisager un jeu dans lequel
tous les choix du joueur vont délimiter le champ du possible. Même, je veux dire, même dans Skyrim, on a on fait une illusion du narratif. Par exemple, la confrérie noire, on peut soit tuer la chef, soit obéir à la chef. Donc 2 mots, moment, voilà. Génération procédurale, deep learning. Voilà. Ce sera une autre émission. Ça fait 4 mots et j'en voulais pas, quoi. Et on finit quand même sur du RPG parce qu'on peut pas s'empêcher. Évidemment, on retourne toujours au RPG, évidemment. Les amis, merci à tous pour ce débat. C'était vraiment intéressant. On espère que ça vous a plu. On va attaquer tout de suite, sans plus attendre, le quiz musical. Je crois, Jonathan, que tu es un homme pressé, donc il faut qu'on y aille. C'est parti pour le quiz musical. Alors là, c'est le moment où Gotos met son casque. Alors, nous avons les règles qui ne changent pas. 5 morceaux, 1 point par bonne réponse. Si vous donnez la mauvaise réponse, la parole va à l'équipe d'en face. Jusqu'à ce que quelqu'un ait la bonne réponse, évidemment. Alors, je n'ai pas de calembour tout pourri cette semaine pour intituler le quiz. Donc, si vous en avez un, on réserve là tout de suite, c'est cadeau. Sinon, c'est-à-dire qu'on connaît pas le. Non, mais la thématique, c'est évidemment les jeux narratifs. Oui. D'accord. Évidemment. Donc, je suis désolé, Jonathan, on a perdu. C'est ce que j'allais dire à Gotos. Bon courage. Non, écoute, voilà, c'est très simple. Appel à contribution sur le chat si vous avez. On prendra tout ça. Voilà, n'hésitez pas. Oui, mettez vos feuilles sur les écrans, évidemment, car plus d'un invité s'y est essayé et Dieu sait s'ils ont eu des problèmes. Bon, les amis, on est parti. Premier morceau. Je peux pas, c'est de la triche. Moi répondant à ça, c'est de la triche. Bon. C'est très sport. Ça s'ambiance Je vais pas répondre, je vais juste regarder parce que vous ne pouvez pas voir la régie là-bas. Alors, j'ai envie de dire Grim Fandango. Bah oui, Grim Fandango. Très sport, très bon joueur. Gentil. Non, mais J'ai même pas voulu le dire non plus parce qu'au bout d'un moment. J'ai pas joué du tout alors celui-là pour le coup. 1-0 pour. C'est juste une question d'ambiance. Excellent. Je connais que la BO. Très bonne surprise. Non, je connais pas la BO. Il faut jouer avec une Solus, mais très bonne surprise. Morceau composé par Peter McConnell. Deuxième morceau. Walking Dead Telltale. Non. Life is Strange. Life is Strange, bravo. C'est pareil. Crosses de José González sur la bande son de Life is Strange. 1 partout. C'est parti pour le troisième morceau. Ça, c'est The Walking Dead. Voilà. L'écran titre, évidemment. 2-1 pour l'équipe rouge. Ça va vite aujourd'hui. Non, mais c'est le même morceau, vous entendez quand même, c'est la même chose. Prochain débat, le jeu narratif a-t-il un problème avec le Midwest américain? Le jeu narratif tire-t-il la gueule? Vous avez 2 heures. Quatrième morceau. La transition toute trouvée là. C'est Heavy Rain, ça. Oui. Ouais. Alors en matière de tirer la gueule, je pense qu'on est pas mal. Je suis vraiment désolé, là on est dans le trou noir de mes connaissances. Mais c'est des jeux, moi non plus, j'ai pas supporté donc. Non, mais voilà. C'est des trucs que je supprime de ma mémoire. C'est 3 en même temps, voilà. Ça, j'aurais pu trouver. T'as quand même une certaine expertise sur le sujet, donc. Ouais, vachement plus que sur les jeux narratifs. Bon, on espère que vous resterez tranquille sur le prochain morceau. J'ai essayé d'être sérieux et j'ai paniqué. 5e morceau. Un peu de douceur dans ce monde de brut. On l'a vu passer au-dessus de mon épaule pendant l'émission, si je dis pas de bêtises. C'est un visual novel. Alors c'est un visual novel. La bande son, je peux pas vous donner l'indice parce qu'en fait c'est des fans qui ont envoyé des morceaux libres de droit. Donc c'est un agrégat de plein de trucs. C'est un jeu qui est sorti. Ça sent la connerie. Qui est sorti sur le PlayStation Plus. Ah, c'est sorti sur PlayStation Plus. C'est sorti sur le PS Plus. C'est pas... Édité par Devolver Digital, remake en 2014 d'un jeu sorti en 2011. Remake. J'allais dire Doki Doki de base. Ah, ça n'est pas Doki Doki, mais tu t'approches. Ah, c'est Aviary Attorney. Non. Équipe bleue. Merde, non, c'est l'autre. Aviary Attorney, tu touches du doigt, effectivement. Oui, c'est dans le bestiaire, c'est animalier. Non, mais j'ai vu la vidéo, mais je sais pas ce que c'est ce jeu. Non, c'est un visual novel animalier avec des oiseaux. Pigeon Simulator. Non. Comment il s'appelle? Presque. Alors, PJ, il l'a. Est-ce qu'il peut donner le nom dans le micro de la régie? Est-ce qu'on peut l'enregistrer? Je crois qu'il l'a.
Atoful Boyfriend. Bravo. On n'a pas entendu. Très bien. Bah, c'était, je peux le dire, Atoful Boyfriend. Mais oui. Oui, enfin c'est ça, Pigeon Simulator quoi. Ça vient d'être trouvé sur le chat. Ça va être trouvé sur le chat. A été... Bravo le chat, c'est Bravo, le point. Bravo le chat. Bah, bravo, je ne sais pas, mais bravo le chat quand même. C'est tout pour ce quiz musical. 3-1 pour l'équipe rouge. Et on remercie de nous avoir laissé le point. C'est vrai. Bon. Moi je me dis il n'y aura pas de quiz musical où je serai moins bon que ça. Mais pourtant j'essaye de c'est ce que je me dis chaque semaine et j'essaye. T'as gagné. Mais pourtant je comprends pas, on a tous les sujets d'émission prévus jusqu'au mois de janvier. Vous pouvez faire vos devoirs un petit peu. Mais on a autre chose à foutre que d'écouter des BO juste pour réussir à gagner le quiz musical, ouais. Il faut être fair play aussi. Oh là là. Bon bah mais oui, justement le fair play c'est de concéder un point, figure-toi. Bon les amis, c'est l'heure des recos, on va aller assez vite. Jonathan, quelle est ta reco? Bah là récemment, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure pendant les news, je vais le refaire vite fait pour DuckTales parce qu'effectivement la saison 1 s'est terminée fin août et ça a vraiment été un super moment de bout en bout, même s'il y a eu un petit hiatus de 5 mois si je me souviens bien. C'est vraiment un des meilleurs remakes, reboots, vous appelez ça comme vous voulez, que j'ai vu récemment, avec déjà le fait d'avoir Donald dans la série qui est vraiment très 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 bon, et d'avoir une vraie série avec un fil narratif aussi faible soit-il qui soit quand même intéressant, de l'humour tout le temps et puis de belles aventures. Moi honnêtement je peux que le recommander. Très bien. Gotos? Assez étonnamment, ce sera Spider-Man. Ouais. Ouais. Alors j'ai toujours consommé les Arkham avec grande ferveur, et là il m'en manquait un. Ça faisait trop longtemps, et en fait ça m'a permis de passer l'éponge sur pas mal de trucs, comme par exemple tout le contenu qui est complètement qui t'est jeté au visage de manière presque insultante pour un open world de ce genre-là. Genre hey, tu pourrais par exemple voler à travers des nuages de pollution au lieu de sauver le monde. Et t'es là genre mais non. Et pourtant ça fonctionne parce que la fantaisie est là en fait. La fantaisie en termes d'animation du personnage fonctionne vraiment, et le plaisir de la navigation dans la ville fait que j'ai couru après les 56 sacs à dos de Peter Parker, chose que je n'ai jamais fait dans aucun jeu de ma vie avant ça, et ça fonctionne. Faudra pas lui demander non plus des trésors d'écriture, je préfère le dire tout de suite parce que mais ça me dérange pas, moi ça me dérange pas, ça veut dire que le gameplay est plutôt bon, hein, c'est une sorte de super cut de petits bouts de comics pour les gens qui n'auraient jamais vu un type en collant bleu et rouge avant lancer de la toile. C'est un monstre de Frankenstein du comics, après il s'en sort quand même relativement bien. Oui. Il fixe ça bien. Pour le... Gotos qui recommande un jeu à grappin, vous l'aurez vu dans Hyperlink évidemment. Grégoire, ta reco? Changement de décor, je vais recommander un livre. Oh, c'est La Tâche d'un auteur américain, Philip Roth, qui parle un peu de l'individu post-Seconde Guerre mondiale, et donc en fait ça fonctionne en trilogie. Donc il y a Pastorale américaine et il y en a un autre sur les communistes en fait, dont j'ai oublié le titre qui m'échappe, et c'est le troisième ouvrage se place après la guerre du Vietnam. D'accord. Donc pareil, ça se déroule dans l'Amérique profonde, la campagne profonde, et on suit les pas d'un ancien recteur d'académie qui s'est fait virer pour un procès de racisme et qui devient veuf, et qui raconte son histoire au narrateur en fait. Ok, donc c'est un peu une étude de mœurs post-Seconde Guerre mondiale. Très intéressant, et puis très agréable à lire. Je sais pas si c'est la traduction qui est très particulièrement bien faite ou si c'est le style du traducteur qui est particulièrement agréable, mais en tout cas ça se dévore tout seul et c'est vraiment un très bon moment. Merci pour cette recommandation. C'est vrai que c'est pas souvent qu'on recommande des bouquins, et il faudrait. Je sais bien. Et toi Jonathan? On va non, et toi IDB, pardon. Pourquoi? Et tu n'as pas de reco, IDB? Non, j'ai pas de reco. J'ai fait la critique de Maniac, vous avez compris que je l'ai bien aimé. Globalement, j'ai pas grand chose de plus à annoncer cette semaine. Très bien, tu n'as pas de reco, donc moi je vais t'en piquer un slot car j'en ai beaucoup trop. J'ai évidemment Ace Attorney, la trilogie, on l'a pas dit, mais au Tokyo Game Show ils ont annoncé l'arrivée prochaine des 3 premiers sur PC, Switch, PS4 et Xbox One, je suis pas sûr. Oui. Xbox One aussi, très bien. Alors c'est pas forcément pour chez nous tout de suite, mais je vois mal Capcom se priver de sortir Ace Attorney en Occident, même en démat. Donc n'hésitez surtout pas. On sait pas encore si le jeu sera en français, mais si vous avez l'occasion de jouer aux versions DS qui sont elles en français, on peut pardonner pas mal de typos dans la VF du 3, mais Ace Attorney 3 est une trop grosse expérience pour pouvoir se permettre de passer à côté, donc allez-y. Tu parlais de Valhalla, petit cœur, parce que la suite Nirvana a été annoncée la semaine dernière, donc voilà, c'est l'occasion d'en parler aussi. Excellent jeu, on peut faire boire des gens pour discuter avec eux, vous vous rendez compte, c'est incroyable. Et ils l'ont demandé, hein, c'est absolument pas une agression par l'alcool, on est barman. C'est Kawaii Café Simulator si vous voulez, en gros. Ensuite, le cœur de Marocco cette semaine, c'est
Hotel Dusk. Mais est-ce que t'as des mecs bizarres comme Seb qui viennent voir les serveuses dans Kawaii Café Simulator ou pas? Je ne sais pas. Il y a des gens bizarres dans Valhalla, hein, évidemment, mais aussi bizarre que Seb, je n'en suis pas sûr. Hotel Dusk sur DS, un jeu assez extraordinaire, je dois le dire. Assez austère, ça va pas plaire à tout le monde, les contrôles sont pas ouf, enfin voilà, c'est vraiment en termes de contrôle de déplacement dans les décors, c'est pas génial, mais la narration est suffisamment inspirée, assez intéressante, c'est très cigarette, café, Twin Peaks, Vieux Impair, etc. Le héros s'appelle Kyle, comme Kyle MacLachlan, tiens donc, enfin pas mal de filiations là-dessus, et c'est l'histoire d'un hôtel avec une chambre qui permettrait d'exaucer certains vœux, donc voilà, c'est assez intéressant. Et tout à l'heure il y a eu un dilemme entre la dixième du personnage dans le jeu narratif, et j'ai pas pu m'empêcher de penser à Link's Awakening. Est-ce que finalement Link's Awakening ce n'est pas le jeu où Link se découvre, enfin on découvre le fantasme de Link qui ne peut pas être un personnage, et est-ce que finalement vous avez 2 heures, voilà, vous avez 2 heures, et donc je me dis pourquoi pas Link's Awakening, c'est les 25 ans en plus, jouez-y si vous ne l'avez pas déjà fait, les amis. C'est la fin des choux. Et c'est la fin de ce numéro 66 d'Hyperlink, votre cocktail de bulles de pixels. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Twitch, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter @hyperlink_RVL. On a également un compte Instagram qui a été ouvert cette semaine @hyperlink_RVL, donc n'hésitez surtout pas à nous suivre. On est tellement beaux gosses tous. Mais oui, bien sûr, comme ça on mettra tous nos jeux concours dessus en plus. Il n'y aura que des photos de PJ. Que des photos de PJ, de notre bien-aimé réalisateur évidemment. On embrasse toute l'équipe, on embrasse Léo à la réalisation, PJ aussi, on embrasse Seb, notre bien-aimé président, on embrasse Elisa, notre community manager, et Charlie, notre producteur, qui nous a fait un grand plaisir d'être avec nous cette semaine, au moins en backstage. Gros bisous. Bien bisous. Bon dimanche. Bien bisous. À la semaine prochaine, on va parler histoire et pop culture en compagnie de Romain Vincent. À plus. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de bulles et de pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.